Bonjour, bienvenue sur Bazar. Troisième épisode du cycle Alan Moore. Je suis en compagnie d'Étienne. Salut Étienne. Salut Hugo. Pour parler de From Hell d'Alan Moore, troisième bande dessinée que nous avons choisi d'étudier. Donc d'Alan Moore et Eddie Campbell, bien sûr. Mentionner toujours l'illustrateur. Très important, le choix de l'illustrateur chez Alan Moore. Nous en parlerons. Peux-tu, pour commencer, Étienne, présenter la bande dessinée, son contexte, le projet en lui-même? Oui, alors on vous avait laissé sur l'immense Watchmen, le colossal Watchmen, et là on est dans la fin des années 80. Donc Moore vient de quitter les super-héros. Donc après Watchmen, il a réalisé Swamp Thing, si je me trompe pas, et il est à la recherche de nouveaux territoires narratifs. Et donc naturellement fatigué des contraintes éditoriales de DC, il cherche de nouveaux territoires à explorer. Et c'est là qu'il va transiter vers une exploration de forme plus libre. Ici, avec From Hell, un récit qui sera plus indépendant, qui lui permettra plus d'expérimentation littéraire et graphique. Et il va pleinement s'engager dans la bande dessinée comme un médium plus adulte et plus total. Beaucoup de personnes parlaient de From Hell comme une espèce d'œuvre totale qui serait un peu le pendant des romans fleuves, en quelque sorte. C'est c'est l'œuvre de Moore qui se rapproche le plus de ce qu'on appelle en général le roman graphique, qui est un terme dont nous avions déjà traité quand nous parlions de Watchmen et qui est à remettre en question, mais dans l'imaginaire, on va dire critique, le roman graphique, ce serait cette bande dessinée à la forme assez libre, assez ambitieuse, qui reprend l'ambition romanesque par un formalisme de BD. Et là, en l'occurrence, Fromel, pour ceux qui l'ont déjà tenu dans leurs mains, est un objet volumineux, complexe, qui sort vraiment du lot, qui a un usage du noir et blanc, un usage de la pagination qui est tout de suite frappant. C'est plus radical, je trouve, je sais pas si tu es d'accord, en ce sens que Watchmen encore. Je trouve que au premier regard, quand on l'ouvre, on est tout de suite dépaysé par rapport à Watchmen qui reprenait quand même beaucoup de codes du comic de super-héros classique. Oui, Watchmen, il y avait une dimension, on en avait parlé, relative, qui pourrait se comparer au pastiche. En tout cas, il s'inscrit dans un genre, ou du moins dans une grande lignée de comics. Et là, c'est vrai qu'on est avec même les... on en parlera plus tard, mais il y a un grand dossier de notes à la fin de From Hell qui reprend presque des normes universitaires. Donc, c'est vrai qu'on a le terme roman graphique sied bien à From Hell. Ouais, le terme roman graphique qui est arrivé pour un peu redonner ses lettres de noblesse, ou donner plutôt ses lettres de noblesse au comic book. Et là, en l'occurrence, il y a vraiment une volonté d'Alan Moore de créer quelque chose de très structuré, avec une documentation qui serait assez pléthorique, un intérêt croissant justement pour le souci du détail. Et en effet, l'album est particulièrement détaillé. Le dessin de Campbell euh, est saturé de traits, d'épaisseur graphique. Beaucoup de cases relativement petites, avec un usage assez fréquent du gaufrier, moins systématique que dans Watchmen, mais tout de même notable. Fromel parle donc de Jack l'Éventreur, le sous-titre de la bande dessinée étant une autopsie de Jack l'Éventreur, en prêtant, comment dire, du crédit de manière fictive, c'est pas un crédit réel, à la théorie selon laquelle Sir William Gull, le chirurgien de la reine Victoria, serait le criminel, serait Jack l'Éventreur, et aurait été engagé par la famille royale pour éliminer des prostituées qui étaient au courant d'un secret concernant cette même famille royale. Ça, c'est le point de départ de Fromel. Oui, c'est une théorie une théorie qu'on maintenant qui est largement considérée comme étant conspirationniste,
qui arrive dans les années 1970. Donc c'est Stephen Knight qui écrit Jack the Ripper, The Final Solution, et qui propose une théorie, comme tu l'as dit, qui remet en cause tout ce qu'on savait sur la Reaperology, qui est en fait le nom d'une espèce de science obsessionnelle qui aurait vu le jour après justement le cas Jack l'Éventreur, et qui aurait un peu grossi comme une sorte d'excroissance, avec une accumulation de théories, de suspects, de lettres apocryphes. Et donc c'est un peu le projet ici de Alan Moore et de Eddie Campbell, c'est en fait, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, le sous-titre qui évoque une autopsie de Jack l'Éventreur, et c'est en fait de comprendre, ou disons de créer un espèce de palimpseste de toute justement cette documentation relative à la Reaperology. Donc Moore ne soutient pas cette théorie, ne la défend pas, il la met en scène comme si elle était l'explication réelle de l'affaire à des fins symboliques et narratives. Le volume se présente comme un imposant volume de à peu près 500 pages de bande dessinée, en plus des notes et des appendices qui ont été rajoutés un peu plus tard, en noir et blanc, il n'y a pas du tout de couleur. C'est édité chez Delcourt en France, pour le détail. Je trouve l'objet plutôt agréable, une bande dessinée souple, assez robuste. Et pour entrer tout de suite dans le détail critique, le projet de Moore avec la valorisation fictive de cette théorie, c'est de mettre en scène toutes les passions qu'a déchaînées l'affaire et tous les domaines qu'elle a réveillés, que ce soit l'occultisme, que ce soit la lutte des classes, que ce soit le racisme, la misogynie, l'enthousiasme morbide de la presse, la rationalité, le conflit entre disons, différents secteurs de la police, différents centres d'influence, parce que ce que nous n'avons pas mentionné pour l'instant, c'est que William Gull, en plus d'agir au nom de la famille royale et de la reine Victoria, était dans la bande dessinée un franc-maçon qui pratique des rites maçonniques à travers ses crimes et qui se persuade, dans sa frénésie criminelle de plus en plus grande, il y a vraiment une force croissante de sa passion criminelle, qui se persuade d'accomplir une sorte de rite qui lui permettrait d'accéder disons, à une transcendance, et ça lui viendrait d'une vision qu'il aurait qu'il aurait aperçue pendant son attaque cardiaque, qui est montrée dans la bande dessinée. On sent tout de suite l'intérêt de Moore pour l'occulte, pour la mythologie, pour l'inexplicable et pour les visions. Ouais, c'est là qu'il va. D'ailleurs, il me semble que c'est en quelque sorte les prémices de Jérusalem, même pour le côté. Pour l'utilisation de la psychogéographie. Mais en effet, c'est vrai que du coup, là, le Fromel de Alan Moore et Eddie Campbell prend une espèce de tournure qui vise à réfléchir sur la mémoire culturelle du crime et à mélanger, en tout cas à faire coexister tous les éléments qui ont engendré du coup le mythe, ou plutôt les crimes de Jack l'Éventreur. Et on navigue entre la philosophie, la politique, l'occultisme. On a beaucoup de sous-textes politiques sur justement la place de la femme dans la société victorienne. C'est d'ailleurs pour moi un des grands axes quand même de Fromel. C'est cette espèce de critique du patriarcat qui ne raconte pas seulement Jack, mais qui est une allégorie de la domination masculine inscrite dans la culture, la religion et l'urbanisme. Et c'est... En un mot, on peut dire que Fromel explore toutes les béances laissées ouvertes par le mystère, par le fait que cette affaire ne soit pas résolue. Il s'engouffre, le travail de Moore et Campbell s'engouffre dans tout ce qui a été laissé de vide pour essayer de proposer non pas des explications, mais des résonances symboliques. Maintenant, je crois que ce que tout le monde doit savoir, pour ceux qui nous écoutent, c'est ce que nous en avons pensé. Est-ce que ça vaut le coup de lire Fromel comme c'était tout à fait
Comment dirais-je, intéressant de lire Watchmen. Je te laisse commencer à répondre, Étienne, si ça te va. Bah, pour moi, c'est une œuvre qui a ses limites et ses contradictions. Donc c'est certain que c'est pas possible de nier l'ampleur et la rigueur de l'entreprise de From Hell, qui est une œuvre monumentale, pensée encore une fois comme à l'habitude d'Alan Moore dans ses moindres détails, avec une construction qui est complexe, une documentation massive. Mais pour moi, cette ambition, qui, c'est vrai au premier abord, m'a impressionné, entraîne aussi une série de faiblesses qui n'ont pas réussi à être éludées par la dramaturgie de l'histoire. En fait, Fromel avait tout pour me plaire, donc la brume, les bas-fonds, l'époque victorienne, etc. Moi, pour ce qui est de mes goûts personnels, j'aime beaucoup le jeu vidéo Bloodborne, par exemple, qui convoque une esthétique largement victorienne. Plus jeune, j'aimais beaucoup les Sherlock Holmes, d'ailleurs, les Sherlock Holmes de Guy Ritchie, qui naviguent aussi largement dans cette esthétique. La révolution industrielle est une époque qui m'intéresse beaucoup. Je suis très sensible aux gravures de Gustave Doré. Donc en fait, Fromel avait vraiment d'apparence tout pour me fasciner. Mais voilà, il y a une série de points négatifs, de lourdeur, une sorte de répétitivité presque mécanique par moment, un symbolisme à outrance qui m'ont paru étouffants et qui m'ont largement sorti de la bande dessinée à plusieurs reprises. Et si tu peux détailler un peu, par exemple, parler d'un point qui t'a vraiment gêné ou que tu estimes être raté dans l'entreprise de Moore. Oui, oui, je pourrais détailler à peu près tous les points que j'ai commencé à balancer ici, mais je dirais que le premier point qui m'a le plus déçu, c'est le dessin. Donc Eddie Campbell, que je ne connaissais pas trop avant je le connaissais de l'extérieur, j'avais un petit visuel sur sa carrière. Donc au début, j'étais assez enchanté par ce graphisme assez expressionniste par moments très frénétique, l'utilisation des lavis et du noir et blanc. J'aime beaucoup le noir et blanc. Mais au bout d'un moment, le dessin, en fait, c'est que sur 500 pages, ce dessin finit par être limité. Donc la saleté rend le dessin au final brouillon. Il y a beaucoup de moments où la lisibilité est sacrifiée. Et chez moi, ça a provoqué une certaine lassitude, voire une fatigue Je peux visuelle. dire que c'est volontaire quand même, parce que à de nombreux moments de la bande dessinée, Eddie Campbell fait montre d'un talent pour la ligne nette, pour le dessin d'architecture, qui est tout à fait honorable. Et dans l'essentiel des cases de la bande dessinée, par contre, il y a énormément de hachures, d'esthétique du croquis, d'esthétique du morcellement, qui sont de toute évidence un parti pris esthétique. C'est sûr, il y a plusieurs moments où il pastiche, ou du moins il reprend des gravures victoriennes, et on sent qu'il a un trait qui peut être très sûr, il a une comment dire, un œil qui lui permet de reproduire des perspectives parfaites. Donc pour moi, le problème, c'est que le parti pris est contestable. J'ai ressenti un malaise à peu près équivalent, notamment parce que ça a entravé ma lecture pour la compréhension de l'histoire au début, notamment pour identifier des personnages qui parfois se ressemblent beaucoup. Et je ne sais pas jusqu'à quel point il est volontaire d'entretenir cette atmosphère brumeuse et jusqu'à quel point c'est une maladresse. Je trouve malgré tout que le dessin a une forme d'élégance, de charme. Je serais moins dur que toi avec le travail de Campbell, qui me paraît quand même rendre avec beaucoup de force l'atmosphère, avec une certaine subtilité, les mouvements, surtout je trouve qu'il y a un découpage qui est plutôt habile, un rythme, notamment dans le cœur, au milieu de la BD, qui est bien tenu. Parce qu'au début, le scénario assez allusif, elliptique, tâtonne. On sent que Moore et Campbell cherchent leur rythme, et d'ailleurs je pense qu'ils ne le trouvent pas. Je pense que les 100 premières pages sont de mauvaise qualité en termes de construction. Mais par contre, le cœur de l'enquête, quand on commence réellement
à suivre le policier Aberline qui enquête sur Jack l'Éventreur. Et bien là, je trouve qu'il y a un rythme qui s'installe, que l'ambiance est posée, et une fois qu'elle est posée, il y a pour moi une certaine suavité dans cette manière de nous guider dans le Londres des bas-fonds. Un ton mélancolique est posé, le personnage d'Aberline Aberline, qui est pour moi le personnage principal du livre, est un personnage mélancolique, un personnage qui souffre en silence, qui d'ailleurs ne souhaitait pas être renvoyé à Whitechapel, donc dans les quartiers pauvres, après y avoir travaillé pendant très longtemps pour une nouvelle affaire. Et à mon sens, c'est la partie de la bande dessinée qui fonctionne le mieux. Et le problème, c'est que cette partie est encadrée par un début et une fin qui sont, je crois, et je te laisserai répondre après, plutôt balbutiantes pour le début et catastrophiques pour la fin. Et je pense que c'est un foirage complet pour mettons les 100 dernières pages de la BD. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, bah, je suis assez d'accord. J'ai eu beaucoup de mal, moi, avec les espèces de visions du XXe siècle et du XXIe siècle. Ouais, est-ce que tu peux détailler pour ceux qui l'ont pas lu? Oui, donc bah, attention, on va spoiler du coup, mais donc on vous parlait de Sir William Gull qui était en fait qui serait le Reaper, qui fait office, et j'ai trouvé ça en même temps assez contradictoire par moment, mais je reviendrai dessus, qui fait office de figure prophétique, c'est-à-dire qu'il a plusieurs hallucinations, et dans ces hallucinations, il entrevoit les horreurs du XXe siècle. Donc Hitler, par exemple, et c'est une idée qui est forte, faut le dire, qui est de relier les crimes de 1888 à la barbarie moderne et à la Shoah, en quelque sorte. J'ai lu dans les appendices, justement, que Moore disait que l'époque des crimes de Jack l'Éventreur qui avait lieu en 1888 coïncidait avec la naissance de Hitler qui aurait été faite. Hitler est né en 89, donc il aurait été créé en 88. Et je trouve ça, mais d'une stupidité assez affligeante quand même comme constat. À la mise en réseau de tous les Je- éléments qui est quand même très propre au travail de Moore, qui nous explique que Northampton est une ville-monde parce qu'elle condense des choses si on relie les éléments. Northampton, c'est sa ville natale. Et, je veux dire, Moore est quelqu'un qui sans cesse pratique ce genre de mise en réseau improbable. On dirait, je sais pas, pour ceux qui s'en souviennent, sur Canal, à un moment, il y avait le complot. Et c'était quelqu'un qui faisait une théorie du complot avec des anagrammes en retournant des chiffres. Il y a un peu de ça chez Moore par moment, où il essaie de produire une théorie pseudo-esthétique à partir d'éléments qui n'ont aucun sens. Je sais pas si ça a une grande portée symbolique. Je te laisse poursuivre. Ouais, donc pour moi déjà ces scènes-là m'ont laissé relativement perplexe, pour pas dire qu'elles m'ont semblé artificielles, assez plaquées sur le récit, et à mon sens ça fonctionne plutôt comme un espèce de gadget qui manque de vraisemblance et qui affaiblissent largement l'impact de justement de toutes de tout ce bric-à-brac mêlant occultisme, franc-maçonnerie, complot victorien, qui en tant que tel aurait pu très bien fonctionner, mais il a fallu que Moore pousse le bouchon un peu trop loin, et justement ces espèces de visions, il y a même un moment où Sir William Gull se retrouve dans des espèces d'open space au XXIe siècle, et ce moment-là, bah, plutôt que de me faire frissonner, ça m'a paru presque forcé, quoi. Et au lieu de renforcer toutes les critiques qu'il avait pu dégager au début, elles m'ont donné le sentiment que Moore se perdait un peu dans sa propre érudition ésotérique. Bah, je ne peux que souscrire. L'une des visions qui précède de très peu l'assassinat d'une des victimes montre Sir William Gull qui aperçoit à travers la vitre d'un appartement une personne, un individu au XXe siècle, un jeu d'écho à l'intérieur de l'appartement, de la petite maison, c'est le XXe siècle, et à l'extérieur, c'est le XIXe. Quand j'ai vu ça, j'ai trouvé que l'effet fonctionnait bien, mais répété comme il l'est et surligné par le discours de William Gull, qui vaut ce qu'il vaut, parce que c'est la reproduction du discours d'un personnage habité et un peu fou, donc pourquoi pas. Mais en tout cas, ces effets-là
aussi appuyé. Je trouve qu'effectivement, ça alourdit la BD. Je l'ai dit au début, le but de la BD, à mon sens, c'est d'englober, encompass, comme toutes les BD d'Alan Moore, de regrouper les informations, les hypothèses, les niveaux de lecture, toutes les couches de symbolique qui sont nées autour d'un sujet, les super-héros dans Watchmen, et ici Jack l'Éventreur et la figure du criminel. Et ça fonctionne jusqu'à un certain point, ça fonctionne jusqu'à ce que ça dépasse l'histoire, jusqu'à ce qu'on soit incapable, jusqu'à ce qu'ils soient incapables, pardon, Moore et ses collaborateurs, de produire de l'élégance, de la beauté, de la grâce, du rythme, de la tension, de la volupté, et que finalement les encarts, la narration textuelle extrêmement lourde est présente, il faut le dire, dans la bande dessinée. Et je pense que mis bout à bout, ça représente facile 400 pages de texte, uniquement de texte. Eh bien, tout ça, ça vient freiner, à mon avis, le récit. Il y a une sorte de manque de foi dans le découpage de son camarade, j'ai l'impression, parce que parfois, on a le sentiment qu'il lui disait « Ah oui, il faudrait que tu rajoutes ça », et que le seul moyen de le rajouter, c'était de mettre un encart et d'écrire quelque chose pour bien faire passer l'idée que Moore avait pensé à ça, avait remarqué ça, nous faisait remarquer ceci, souligner cela. Il y a une... Bah, c'est juste parce que justement, j'avais lu que la collaboration entre Campbell et Moore était très asymétrique, et justement que le matériau littéraire produit par Moore était trop dense pour un dessinateur, et que Campbell a dû trouver sa place en traduisant cette espèce de flux discontinu à sa manière. Et ça se ressent très clairement, comme si le texte de Moore était inadaptable visuellement. Bah, je pense même pas que ça aurait fait un très bon roman, à vrai dire. Bien entendu qu'il y a des moments porteurs, que Moore s'est encore à peu près pensé des scènes, des séquences, pensé des symboles, et aussi plutôt très bien écrire des dialogues, mélanger les niveaux de langue, là c'est plutôt bien traduit, je trouve. Évidemment qu'il y a de ça, qu'il n'a pas tout perdu du jour au lendemain, mais euh, à mon avis, comment dire, son travail est parasité par euh, cette espèce de, enfin, il a une arrogance, Moore, une volonté de dire qu'il sait tout, qu'il a tout mieux compris que tout le monde, parce qu'il est capable, lui, de tracer des réseaux, parce qu'il sait que le rationalisme ne marche pas, et que lui voit la magie, et qu'il la comprend, et que même les magiciens sont des charlatans, et qu'il est un peu le seul magicien parmi les magiciens. Tout ça, ça se ressent dans ses livres, parce que je jugerai pas le livre d'un homme à la personne qu'il est en dehors de l'écriture de ses livres, mais ça se voit dans ses livres. Et en plus, ça se voit encore plus si on ose lire les notes, qui sont parfois d'une pesanteur et d'une prétention confondante. Euh, Surtout, pour ce qui est du symbolisme et de la lourdeur, je dirais qu'il n'y a quasiment aucun intérêt à cette circularité du livre, la circularité de ces symboles, la mouette qui revient au début et à la fin, qui fait écho à William Gull, le dessin de William Blake qui revient au milieu du livre et à la fin et qui prend son sens, le fameux qu'est-ce que la quatrième dimension, qui est cette espèce d'incantation qui trouve son sens à la fin du livre après avoir été scandé au début. Cette circularité, cette boucle, cette manière qu'Amour de dire je suis capable de tout faire se replier sur soi-même, pour moi, n'est qu'une démonstration d'un fignolage finalement assez immature et qui nuit euh, à ce qu'il a le mieux réussi, c'est-à-dire la description, peut-être pas réaliste, pardon, je suis un peu malade, peut-être pas réaliste, mais la description un peu plus brute d'une enquête, de la vie d'un homme, de la vie de plusieurs femmes. Euh, et là, je trouve que quand William Gull, à la fin, en- pardon, lors de son dernier râle, alors qu'il est en train de mourir, se voit comme un dieu et parmi les dieux, bon, je trouve que cette envolée-là n'a absolument aucun sens. Bien sûr qu'elle est une idée de la perception de William Gull, mais elle n'a aucune place dans le récit, elle est longue, elle est lourde, elle est surécrite, elle ne sert à rien, elle n'a aucune beauté. C'est vraiment le pire de ce que peut faire quelqu'un comme Alan Moore, je crois. J'aimerais revenir sur justement sur l'espèce de conclusion, la Dance of the Gull Catchers, euh, qui est une espèce de comment appeler ça?
de petites conclusions autonomes à Fromel, que moi, pour le coup, j'ai trouvé assez pertinente, ou du moins le message passé dedans était relativement intéressant, dans le sens où Moore montre que justement toutes les théories, y compris la sienne, sont des constructions narratives, en quelque sorte des historiographies, et qu'aucune ne peut prétendre à la vérité définitive. Il y a d'ailleurs une métaphore qu'on pourrait qualifier darwinienne, où Moore compare les théories de Jack l'Éventreur à des gènes qui mutent, qui évoluent, et certaines survivent et d'autres disparaissent. Donc c'est un peu la version qui s'imposera, ce sera par brutalité darwinienne. Et il y a une petite autocritique, je trouve, enfin que j'ai l'impression qui est faite dedans, qui consiste à dire je refuse que ma version soit la vérité, et il se place lui-même parmi les gueule catchers, conscient qu'il ne fait que réécrire une interprétation parmi d'autres, et ça clôture thématiquement assez bien, je trouve, Fromel. Au lieu d'une simple résolution propre au thriller qui est Jack, on a une réflexion sur le récit, et ce qui compte, c'est pas la vérité du crime, mais c'est que notre fascination pour Jack. euh, Qu'est-ce qui fait que nous sommes fascinés par Jack l'Éventreur? Qu'est-ce qui fait que Jack l'Éventreur a autant fasciné durant presque un siècle et demi? Mais je crois que c'est ça, en fait, l'autopsie. Une autopsie de Jack l'Éventreur, il fait plutôt une autopsie de la figure symbolique, bon ça on le comprend assez vite, comme source de Ah, mais récit. c'est une espèce de psychanalyse, ouais. Oui, alors je sais pas, en tout cas de psychologie du crime et de psychopoétique, psychomythologie, psychopolitique. D'ailleurs, il y a un passage assez subtil au niveau politique, disons, pas subtil dans ce qu'il raconte, mais amené de manière subtile, c'est quand Aberline euh, se, se- se- se rend à la maison de William Gull avec donc pour ceux qui ont lu la bande dessinée, le médium charlatan qui fait semblant d'avoir des visions et qui veut faire accuser William Gull. Et de fait, nous sommes face à du faux, c'est-à-dire une accusation fausse par un charlatan, mais ça révèle du vrai. Ça révèle déjà qui est le vrai coupable au sein de l'œuvre, dans la diégèse, et ça révèle surtout une réalité politique, parce que Aberline n'arrive pas à concevoir que des personnes aussi riches que les habitants du West End, du West End, pardon, aient pu commettre des crimes aussi atroces dans l'East End. Et finalement, il est amené à se rendre compte de la réalité politique des crimes qui peuvent être perpétrés par des riches et d'une, on va dire, d'une sous-tendue lutte des classes. Et c'est un passage qui n'est pas extrêmement profond dans ce qu'il dit, mais qui est profond, à mon avis, habile dans la manière de l'amener par la bande dessinée. Et c'est ce qu'il ne fait pas dans le reste. C'est-à-dire que son autopsie, bah, c'est un mélange de clins d'œil, d'affirmations, de pseudo-prise de distance. Il reste que pour un amateur de la période et des théories criminelles, pour un lecteur assidu d'Alan Moore et pour un amoureux des BD monstres, la bande dessinée Fromel reste un objet, une curiosité vraiment qui n'est pas avare en plaisir potentiel. Mais pour un lecteur qui essaierait de lire une bonne bande dessinée, quelque chose de bien construit, d'intelligent, de profond, je trouve que ça dépasse pas beaucoup la volonté d'un artiste qui veut toujours montrer qu'il a une position vertueuse et maligne. Et d'ailleurs, ça me fait penser que Moore essaie toujours de résoudre un peu tous ses problèmes, de régler des comptes constamment à toutes ses œuvres. C'était le cas dans Watchmen, dans V pour Vendetta, c'est le cas dans Fromel. Dans toutes ses œuvres, il veut régler des comptes avec le racisme, avec la misogynie, avec la lutte des classes, avec la violence systématique, avec le rationalisme abusif, avec la charlatanerie au niveau de l'ésotérisme aussi. Et je crois que toutes ces BD ne sont pas le lieu de résoudre tous les problèmes qu'il a avec la pensée mondiale. Et ça m'embête de le voir toujours nous asséner les mêmes choses, dire Eh, vous avez vu, je me sers des super-héros pour dire la même chose que ce que je vais dire aussi quand je vais parler de Jack l'Éventreur, et ainsi de suite. Et en fait, son discours est toujours le même, appliqué à toute une série de figures. Et le style Moore, pour moi, finalement, c'est plutôt ça. C'est faire l'autopsie de figures, de mythes modernes qui résonnent à un niveau symbolique et politique dans l'histoire humaine.
c'est ambitieux, c'est parfois très heureux dans le résultat, mais c'est souvent d'une lourdeur incroyable. Bah, pour le cas Fromel, oui, c'est d'une lourdeur certaine. Watchmen, je serais pas d'accord avec toi. Et dans V pour Vendetta, c'est encore balbutiant. On sent que les éléments se mettent en place. Et du reste, je n'ai pas lu ses autres œuvres, mis à part Swamp Thing, dont je ne pourrais pas parler en détail parce que ça commence à remonter. Donc il faudrait lire ce qu'il a écrit d'autre avant de tirer des conclusions, à mon avis. Mais pour revenir sur ce que tu as dit, moi, je trouve quand même que pour le coup, dans From Hell, quelque chose qui est, alors encore une fois, toute proportion gardée, qui réussit, c'est la critique sociale. Euh, alors c'est sûr qu'il y a des sous-textes marxistes et féministes qui sont trop démonstratifs, qui sont attendus, qui sont parfois sans profondeur, mais je trouve qu'il y a quand même une force dans son portrait du Londres victorien et de la misère, la misère, l'hypocrisie entre les gens, la brutalité qui est bien restituée. Euh, L'hypocrisie des élites, bon, même si le discours sur la domination patriarcale est parfois très Bah, surtout lourdingue. dans la manière dont il est présenté au début par William Gull lui-même, comme espèce d'incarnation du patriarcat violent. J'ai pas de problème, c'est très bien de parler de la pression patriarcale à l'époque victorienne. Enfin, Oui, c'est-à-dire que le meurtre comme sacrifice symbolique du féminin, donc c'est-à-dire les victimes qui sont symboliquement tuées sur l'autel du patriarcat, euh, c'est quand même plan-plan, quoi. Mais moi, je trouve que justement, là, ce qui réussit, en fait, c'est ces personnages féminins, oui, je suis finalement. d'accord. Les Polly Nichols, Annie Chapman, Lee Stride, Kate Eddowes et Mary Kelly, je crois, donc les 5 victimes de Jack l'Éventreur, qui sont très bien restituées, très On leur donne un humaines, visage, quoi. c'est ça, dans leur pauvreté, dans leur trajectoire. Et c'est vrai que là, on n'est pas trop sur des cibles banales de serial killers qu'on a l'habitude de voir dans les thrillers, mais qui sont 5 femmes nommées, contextualisées, qui sont humanisées, et leur sort, finalement, si on avait uniquement montré leur sort sans que Moore se sente obligé de discourir sur le patriarcat, on aurait eu une très belle illustration de la violence de classe et de la misogynie structurelle, finalement. Et en fait, le fait de vouloir trop en dire amoindrit, justement, je trouve, ce propos. Même si finalement j'ai été assez conquis par ce refus du cliché, donc qui refuse la prostituée, la figure glamour, et qui montre en fait des femmes marginalisées et pauvres qui ont du mal à payer leur loyer, qui sont obligées de vendre leur corps dans un coin de rue à un pochetron pour pouvoir dormir une nuit de plus dans une chambre. Voilà, moi j'ai trouvé ça assez fort, assez puissant dans ses propos. Oui, et je suis d'accord avec toi pour dire que leur, comment dire, le passage qui s'attache à décrire leur vie et à montrer leur assassinat aurait suffi en termes de portée. Parce que en étant trop explicite dans son projet critique, eh bien Moore, finalement, en fait un peu trop des symboles et plus assez des femmes, alors qu'il avait très bien réussi à les construire, à leur donner un visage, avec Campbell, à leur donner corps, à donner une réalité brute à la pratique du sexe. Il avait réussi quelque chose d'assez fort, et surtout, pour le coup, moralement très digne, c'est de faire des victimes, des personnes qui ont été, pour le coup, sacrifiées par l'histoire sur l'autel du mystère. Les victimes dépassent le mystère. Et malheureusement, le mystère a fini par noyer les victimes. Et ça, c'est peut-être la meilleure chose qu'il ait faite, c'est de s'attacher autant, aussi longtemps, aussi précisément sur ces victimes-là. Peut-être dirais-je que cette théorie a contre elle en les assemblant toutes dans un espèce de complot qui les ciblerait comme un seul groupe conscient d'un secret. Peut-être qu'on enlève un peu aussi une portée politique subtile pour en faire les victimes finalement de la famille royale britannique. Bon, mais malgré tout, je crois que c'est la grande force, avec la mélancolie d'Aberline, c'est la grande force de de la BD. Mais tu contestais tout à l'heure mon idée que c'était quelqu'un qui aimait autopsier les mythes modernes, mais il le fait plus loin que dans les bandes dessinées dont nous avons traité ici, il le fait dans Killing Joke, il le fait avec Lovecraft,
dans Providence. Il le fait avec la mythologie et la figure féminine dans c'est Promethea, c'est ça? Non, je me souviens. J'ai Je ne sais pas, je les ai pas j'ai un lus, trou. donc Je vais y arriver, oui, c'est ça. Top 10. Non, non, dans Promethea, et avec le super-héros dans Top 10, bon, le super-héros, ça l'a beaucoup obsédé. Euh, mais c'était pas péjoratif quand je le disais. Ce qui est un problème, c'est la manière dont il le fait, et c'est cette façon qu'il a de déconstruire des mythes en essayant toujours de dire la même chose sur le monde derrière. Euh, et de le dire avec des gros sabots. Voilà, c'était ça ma conclusion sur le projet, on va dire, le projet du discours de Moore dans ses œuvres. Parce qu'après, si on parle de son pouvoir poétique, de son pouvoir de créateur, nul doute qu'il y a des démonstrations d'un vrai talent. Et notre épisode sur Watchmen en est la preuve. Même moi qui commençais à douter de cette déconstruction excessive et excessivement explicite, j'étais déjà beaucoup plus enthousiaste à la lecture de Watchmen qu'à la lecture de Fromel. Alors que je trouve que paradoxalement, il approche un peu mieux, comment dirais-je, il écrit mieux dans Fromel. Il structure très mal. Il a envie d'en mettre partout, mais il y a des moments dans Fromel qui, pour moi, sont le signe d'une maturité, d'un lâcher-prise qui est total, et c'est d'autant plus frustrant parce que ces moments sont rares, et je sens que c'est un Moore qui est assez mûr comme artiste, mais finalement sa maturité, elle n'est pas débarrassée de ce qui encombrait déjà ses œuvres de jeunesse. Je sais pas trop si Watchmen pourrait être qualifié d'œuvre de jeunesse, Ouais, plutôt V pour mais pour Vendetta, moi, ouais. c'est. Oui, bon, pour moi, pour Vendetta est largement surcoté. Euh, mais comme dit, bah, moi, j'ai très à cœur justement le fait que la BD se fasse, en tout cas, si collaboration il y a, qu'elle se fasse à deux, ou au moins que le dessin est aussi important que l'histoire, ou que l'histoire est aussi importante que le dessin. Et dans ce cas-là, je trouve que ce qui manque cruellement à Fromel, c'est un dessin digne de ce nom, en plus d'avoir une histoire ratée, euh, ce qui justement pour moi faisait en grosse partie la force de Watchmen, bien que je trouve que la composition, le jeu d'écho, la structure, les thématiques abordées, le sens dégagé de tous les faisceaux explorés par le duo Moore et Gibbons, euh, soit d'une grande qualité. Là, dans Fromel, je trouve que des deux côtés, c'est très bancal et très moyen. Donc, en fait, je suis incapable d'aimer Fromel. Moi, je comprends tout à fait, je suis, comme je l'ai dit au début, moins dur que toi avec le dessin d'Eddie Campbell. Finalement, nous en arrivons plus ou moins à la même conclusion. C'est quand même plutôt un échec, surtout quand le nom d'Alan Moore pèse si lourd sur la couverture. Et nous avons accordé un cycle à quelqu'un que nous avons beaucoup critiqué. Et il est vrai que sa personnalité nous irrite, il est vrai qu'il y a beaucoup d'aspects de son œuvre que nous n'aimons pas. Mais il y avait ce Watchmen assez rayonnant que nous voulions relire et que nous voulions commenter. Je pense que c'est intéressant de voir comment un homme a pu trouver une forme d'équilibre avec une certaine bande dessinée dans son œuvre, et comme le reste de son œuvre, et pas seulement les bandes dessinées dont nous avons parlé, mais le reste entier de son œuvre, euh, peut, peut représenter, si on la regarde de loin, les boursouflures, les échecs, les trop-pleins. Et finalement, peut-être que Watchmen est le point d'équilibre de son œuvre, en tout cas en tant que scénariste de bande dessinée. Moi, je me dédouane un peu, enfin en partie de ses propos. Bon, je te rejoins largement sur Watchmen, qui est un magnifique point d'équilibre. Si vous avez écouté le dernier épisode, vous avez dû vous rendre compte que j'ai beaucoup aimé Watchmen. Par contre, moi, je suis totalement. Je n'ai absolument pas lu ses autres comics. Enfin, c'est-à-dire que j'ai lu son Swamp Things il y a longtemps maintenant, ça doit remonter à presque plus de 8 ans. J'ai lu son Killing Joke à peu près à la même période, donc je pourrais plus en parler en détail. Euh, Bien que de souvenir, ça m'est pas plus que ça. Par contre, j'ai absolument aucune vision sur ces autres comics, donc je pourrais pas en parler et je pourrais pas tirer de conclusion qui serait alors hâtive. Mais c'est vrai que si on se concentre sur les trois œuvres qui ont constitué ce cycle, alors je te rejoins.
et sur le fait qu'en fait Alan Moore est un auteur dont on aperçoit assez rapidement les limites finalement, et qui a un modus operandi Ouais, sans mauvais jeu de qui mots. se... Oui, qui se, qui se duplique. Alors peut-être un peu moins sur V pour Vendetta et encore, euh, qui est probablement le plus grossier dans son discours politique, encore que From Hell, bien qu'il ait été écrit quasiment 10 ans plus tard, soit tout aussi bancal à ce niveau-là. Oui, je ne saurais qu'ajouter. Je pense que nous approchons de la conclusion. Je maintiens quand même ce que je dis, parce que même Killing Joke, dont nous n'avons pas parlé, est pour moi une bande dessinée mal équilibrée. Je crois que c'est ce qui manque vraiment à son travail. J'avoue que j'arrive pas à m'investir dans Jérusalem. Le livre me pèse, je lis quelques lignes et j'y arrive pas, donc je ne saurais parler en détail de son œuvre romanesque. Bon, la conclusion du fait d'avoir mené un cycle sur Moore, c'est que j'en ressors plutôt très sceptique vis-à-vis du prétendu, enfin pas du prétendu, oui, du, du génie qu'on nous vend beaucoup, mais avec beaucoup de Disons tendresse. que Oui, pardon. pour nous, j'imagine que les génies de la bande dessinée se situent autre part. Ah, voilà, et quand même, ça, je te laisserai le mot de la fin. Je pense que ça révèle beaucoup aussi notre rapport à la bande dessinée, euh, même si nos positions divergentes sur la fin de Watchmen sont, sont, sont particulières et ambiguës, mais je pense que ça révèle un rapport, en tout cas, je vais parler pour moi, mon rapport à la bande dessinée. Je préfère un art de la construction rythmique et scénique que je retrouve beaucoup plus, par exemple, chez un Charles Schulz, ou dans de la ligne claire, ou chez des auteurs de comics qui ont une façon d'aborder leur sujet au premier degré et qui cherchent une sorte de grâce ou d'humour, ou en fait, on va dire, d'effet esthétique dans l'agencement, et plutôt que dans la pensée du livre en tant que lui-même. Moi, il y a un aspect un peu conceptuel dans les œuvres de Moore qui correspond pas très bien à ma pratique de la bande dessinée, qui est peut-être appelé à C'est-à-dire changer, que hein. Moore, hein, c'est en fait c'est bien pour ça que c'est et ça restera uniquement un scénariste de bande dessinée. Euh, on sent qu'en fait il n'a pas l'expérience du découpage, ou du moins s'il l'a, elle est limitée, euh, et que je pense qu'il aurait bien du mal dans le manga on appelle ça des némus, à créer une architecture par lui-même, pour créer ses œuvres. Et moi, je trouve que c'est ce qui me manque cruellement dans From Hell, et que sans le travail d'un dessinateur de haute volée, c'est difficile de retranscrire ce qu'il a en tête. Euh, et c'est pour ça que moi j'ai beaucoup de mal avec ces BD. Alors pour ma part, j'ai pas de vision particulière de ce que devrait être la bande dessinée. Je suis peut-être un peu plus ouvert qu'Hugo à ce niveau-là. J'ai pas une vision de ce que Cela, ça devrait être, mais Non, mais plutôt que tu as des goûts qui sont plus oui, ça c'est tranchés que les sûr. miens. Les miens sont assez. J'aime autant Hergé que Miura, que Sergio Topi, et j'ai pas de problème avec l'expérimentation. Mais disons que pour moi, la matière première de la bande dessinée se trouve dans le dessin et le découpage. Et quand je lis From Hell, c'est d'ailleurs un problème que j'ai avec le comics, c'est que souvent, le dessin n'est pas forcément le plus qualitatif. Enfin, Bah, si je peux avoir finalement, contre ce que j'avais dit, le mot de la fin, si ça te dérange pas, euh, bien c'est sûr. que moi je reprendrai un peu ce que tu as dit, c'est que c'est pas uniquement le dessin et le découpage, mais c'est l'articulation de ces éléments avec l'élément textuel. Et je trouve que souvent, la personnalité de Moore prend le pas, et on sent le déséquilibre, et on sent qu'il est trop scénariste. Alors qu'il est capable de structurer, mais effectivement, peut-être même, et là c'est une hypothèse, que c'est lui qui a écrasé Eddie Campbell, parce que je pense pas que ce soit un mauvais dessinateur, et on le voit, et je pense pas que ce soit un mauvais créateur de séquences. Et voilà, pour moi c'est cette articulation qui a manqué, et pas
en propre le talent de Moore, qui est réel, ou en propre le talent de ses dessinateurs, qui est souvent très grand. David Lloyd, Dave Gibbons sont tous de très grands dessinateurs, mais je pense qu'il essaie de mettre un peu trop de lui-même, euh, si je puis dire ça d'un artiste. Ouais, probablement mégalo. Un peu, un peu. Mais bon, je pense que Euh, nous avons dit assez de mal d'Alan Moore. oui, et mine de rien, je pense parler pour nous deux, nous ne le détestons pas. Et on lui reconnaît du talent. C'est juste que, pour ma part en tout cas, avec Fromel, j'ai été très lassé et parfois irrité, et je me devais de donner un avis tranché et précis. Euh, et si vous n'avez pas écouté notre épisode sur Watchmen, je vous invite à aller l'écouter pour voir que je peux aussi apprécier à sa juste valeur son travail. Bon, eh bien, je plus sois, et je vais mettre fin à cet épisode, en espérant qu'il vous aura plu, et que vous nous suivrez pour la suite. Et j'espère que ce cycle vous a intéressé dans son ensemble. En tout cas, nous, malgré les déceptions et grâce à des joies qu'il a suscitées, nous en ressortons, je pense, avec une vraie expérience. Nous sommes confrontés à un monstre, quoi qu'il arrive, au moins par sa réputation de la bande dessinée. Et c'était fort plaisant, et j'espère que ça l'a été pour vous aussi. Je vous souhaite une bonne fin de journée, ou de soirée, ou que sais-je, et je vous dis à très bientôt.